Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, je suis ravi de vous retrouver encore une fois dans une autre séance de sciences de la vie de la Terre. Aujourd'hui, je vous propose la correction de l'examen national de baccalauréat pour la section de sciences mathématiques, option sciences mathématiques A. Et je vous propose l'examen national de 2016. Cet examen qui se compose normalement de deux parties. La première partie, c'est la restitution des connaissances, notée sur 5 points. On a choisi pour la session de rattrapage, la partie de la session de rattrapage, de l'examen de la session de rattrapage, et la deuxième partie portant sur le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique, notée sur 15 points, et cette partie extrait de l'examen national de la session normale. Chers élèves, on va commencer par la correction de la première partie portant sur la restitution des connaissances. Et toujours, il est noté sur 5 points et qui porte sur une unité, une partie du cours. Donc, cette partie, donc cet examen, donc cette partie, voilà, elle se compose de 3 exercices que vous voyez, et dans chaque exercice, il y a des questions de définition, questions à réponse courte, vrai ou faux pour la deuxième question, et la troisième, c'est une question à choix multiple dont vous êtes appelé à choisir la bonne réponse. Cette partie concerne le contenu du cours de la génétique humaine. On va commencer, chers élèves, par la première question. Il faut noter bien qu'il faut bien se concentrer, confiance en soi, c'est important. Mettez-vous à l'aise le jour de l'examen et essayons premièrement de lire la question et savoir ce qui est demandé. Donc la première question, c'est des définitions. Elle nous demande de définissez arbre généalogique, carte chromosomique, appelée aussi karyotype. Donc on a besoin pour définir le terme, il faut citer l'essentiel concernant ce terme. Est-ce qu'il s'agit d'un phénomène? Est-ce qu'il s'agit d'une structure ou d'une molécule? Est-ce qu'il s'agit d'un processus? Et voilà, pour l'arbre généalogique, je vous adresse à ce qu'on a vu dans le cours normalement. Une fois lorsque je suis devant ce cas dans l'arbre généalogique, j'imagine donc un cas de cet arbre généalogique. Donc c'est quoi? C'est une représentation dont on a utilisé des symboles, des carreaux, des cercles, et qui permet de suivre la transmission des caractères héréditaires. Par exemple, le cas d'une maladie. Par exemple, on fait ici, on symbolise ce qui est noirissé. Donc, par exemple, une femme atteinte, un homme atteint, et les autres qui sont sains. Et voilà, on propose cette définition. Arbre généalogique, c'est une représentation schématique des phénotypes d'individus appartenant à la même famille dont le but, c'est de suivre leur caractère à travers les générations. Donc, tous les individus appartiennent à la même famille. Maintenant, chers élèves, on passe à la deuxième question. Toujours, pardon, la même question, mais deuxième terme, deuxième expression, carte chromosomique. Qu'est-ce que ça veut dire une carte chromosomique? Rappelez-vous, la carte, on a vu, c'est une représentation dont on fait ici donc, les chromosomes. Les chromosomes sont appareillés et sont regroupés en binômes, en paires de chromosomes. Selon quoi? Selon leur structure, leur forme, la place, donc la structure. Voyez-vous ici les traits qui reflète les gènes. Dans carte chromosomique, on propose cette définition, représentation schématique simple des différents chromosomes appareillés en paires d'une cellule en se basant sur leur taille, la disparition du centromère, la disposition, du centromère et des bandes colorées. Ça, concernant la définition. La première question, voyez-vous qu'il faut être précis, donc il ne faut pas trop détailler, c'est juste, il faut signaler l'important concernant le terme signalé. Maintenant, on passe à la deuxième question. B. Citez 2 moyens de diagnostic prénatal des anomalies chromosomiques.
Donc, à votre avis, rappelez-vous dans le cours, ici on parle toujours donc ça concernant la génétique humaine, et la dernière partie c'était concerne le diagnostic. Donc, vous l'avez déjà vu qu'il y a des techniques permettant de diagnostiquer s'il y a des anomalies chromosomiques. On peut citer par exemple ici le cas de l'échographie, que vous vous rappelez, l'utilisation des sondes qui permet de révéler, alors en traversant les différents tissus du fœtus et en revenant, ils vont être détectés par cette sonde et qui permettent d'avoir une image échographique révélant s'il y a des anomalies congénitales du point de vue de la forme de ce fœtus. Rappelez-vous, c'est la deuxième technique qu'on a déjà vue, l'amniosynthèse. L'amniosynthèse, comme son nom l'indique, c'est on prélève l'amnios, c'est le liquide dans lequel flotte le fœtus. Et voyez-vous qu'il y a des cellules à l'intérieur dans cet amnios. Elles vont être prélevées et puis elles vont être analysées pour réaliser une carte, par exemple, chromosomique, par exemple, ou pour une analyse d'ADN. On cite ces deux moyens de diagnostic prénatal des anomalies chromosomiques, à savoir l'échographie, l'isolement des cellules fœtales. Cet isolement, soit par amniosynthèse, soit par choriosynthèse à partir de chorion fœtal et la réalisation de caryotypes. Donc, toujours on cite l'essentiel concernant ces deux. Ils ont précisé deux moyens de diagnostic. Maintenant, chers élèves, on va passer à la troisième question. L'étude de la génétique humaine est confrontée à des difficultés. Ce qui est demandé, c'est citer, c'est juste, on va citer deux exemples de ces difficultés. Et rappelez-vous, le passage, lorsqu'on a passé de la génétique mendélienne à la génétique humaine, on a évoqué pas mal de problèmes, des difficultés auxquelles la génétique humaine est affrontée. Donc, on ne peut pas appliquer ce qu'on a vu dans la génétique mendélienne. Pourquoi? Par exemple, on peut citer ces difficultés. L'homme n'est pas sujet de croisements expérimentaux, ne peut pas subir des croisements dirigés. L'homme n'est pas sujet d'induction, de mutation par des mutagènes. Nombre de descendants faible, ce qui limite l'application des lois statistiques de l'hérédité. Une autre difficulté, le nombre élevé de chromosomes, 46 chromosomes, 44 autosomes et 2 chromosomes sexuels, ce qui rend l'application de la génétique difficile. Aussi, on cite la longue période de gestation de 9 mois, le cycle de développement est long. Toutes ces difficultés, normalement, on va citer seulement deux difficultés, c'est ce qui est demandé dans cet exercice. Maintenant, on va passer à la deuxième exercice, toujours dans la première partie de restitution de connaissances. Qu'est-ce qu'il dit? La question, recopiez sur votre feuille de production la lettre correspondante à chaque proposition parmi les propositions suivantes, puis écrivez devant chaque lettre vrai ou faux. Première question, le syndrome de Down résulte d'une perte d'un chromosome 21. Dans ce cas, je vais essayer de se rappeler de cours. Qu'est-ce que vous avez dans le cours concernant la maladie de Down? Elle est appelée aussi la trisomie 21. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a 3 chromosomes dans le père 21 au lieu de 2. C'est-à-dire qu'il y a un chromosome supplémentaire. Voyez-vous la carte chromosomique au niveau 21? On se rappelle bien le cas de Down, il y a 3 chromosomes. Donc, ce n'est pas une perte, mais il y a une addition. Et donc, la réponse, la proposition, bien évidemment, c'est faux. B, la deuxième proposition. On lit la proposition attentivement. L'anomalie chromosomique est une modification du nombre de structures des chromosomes. Et rappelez-vous, les anomalies, soit de structure, soit de nombre. Et donc, la proposition est juste. Et donc, on dit que c'est vrai. Passons maintenant à la troisième proposition. La formule chromosomique d'une personne atteinte du syndrome de Klinefelter est 2n plus 1 égale à
4A plus XXX. Est-ce qu'il s'agit du même cas? Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé des anomalies chromosomiques, et plus précisément, les anomalies chromosomiques portant sur les chromosomes sexuels Klinefelter, Turner, la trisomie X. Ici, il s'agit de trisomie X, comme vous voyez, et pas de Klinefelter. Et donc, la réponse, elle est faux. La quatrième proposition maintenant, la translocation simple est le transfert d'un fragment de chromosome sur un autre. C'est une translocation simple. Et donc, la proposition, évidemment, c'est juste, elle est vraie, et on cite qu'elle est vraie parce que c'est une translocation simple. Maintenant, chers élèves, on va passer à la troisième exercice, portant toujours sur la restitution des connaissances. Donc, pour chacune des données numérotées de 1 à 4, il y a une seule suggestion correcte, une seule proposition qui est correcte. Donc, c'est une question à choix multiple. Et notez bien, chers élèves, il y a une seule suggestion, c'est important. Donc, il y a seulement une proposition qui est juste à révéler parmi les 4 propositions. Et voyez-vous qu'il y a 4 exercices, donc notez de 1 à 4. Donc, faire attention, s'il vous plaît, bien lire, il faut bien lire les propositions pour trouver la bonne réponse. On va commencer par la première. Donc, la première question. Dans le cas d'une maladie héréditaire récessive non liée au sexe. Donc, il faut bien lire « cas d'une maladie héréditaire récessive non liée au sexe ». A. Toute personne atteinte de la maladie est homozygote pour l'allèle normal. À votre avis, est-ce qu'il est juste quand on dit homozygote pour l'allèle normal? Et dans ce cas, l'allèle normal, il est comment? Elle est dominant parce que la maladie elle est récessive, donc c'est grand N, normalement, il va être normal et pas atteinte de la maladie. Et donc la proposition, c'est faux, c'est pas vrai. En passant maintenant à B, regardons, parmi les techniques utilisées ici, on peut par élimination, on va essayer d'éliminer les propositions qui sont fausses et on va maintenir seulement la bonne proposition. Maintenant, B, les hétérozygotes sont sains, non atteint de la maladie, à votre avis. Donc, vu que la maladie il est récessive, l'autre allèle normal, donc l'allèle responsable de la maladie, il est récessif, l'autre allèle est le dominant. En cas d'hétérozygote, qui va dominer normalement, c'est l'allèle normal. Et donc, les hétérozygotes vont être sains, effectivement, et la proposition, elle est vraie. Très bien. Laissons cette proposition, on va essayer pour confirmer qu'il y a seulement cette proposition. Je passe C. Les hétérozygotes sont atteints de la maladie. Est-ce qu'ils peuvent être atteints? Normalement, non, puisque l'hétérozygote, normalement, il est normal parce qu'il possède l'allèle normal, grand N. D. Toute personne malade produit des gamètes ne portant jamais l'allèle responsable de la maladie. Et donc, c'est contradictoire. Puisqu'il est malade normalement, il doit posséder l'allèle responsable de la maladie. Et donc, C et D sont faux. Et donc, la bonne proposition ici, c'est normalement, on a dit que les hétérozygotes sont sains. Et donc, c'est B. Donc, je dois noter B devant 1. Voilà, de cette façon, c'est B. Donc, je note B devant 1. Maintenant, on passe, chers élèves, à la deuxième question. Dans le cas d'une maladie héréditaire dominante non liée au sexe, A. Les hétérozygotes ne sont pas atteints de la maladie. Les hétérozygotes ne sont pas atteints de la maladie. La maladie, elle est dominante. Et donc, normalement, les hétérozygotes vont être malades. Pourquoi? Parce que l'allèle responsable de la maladie, il est dominant. Et en phénotype, il s'exprime ce qui est dominant. Et donc, A, ce n'est pas vrai. Pour B maintenant, les hétérozygotes sont atteints de la maladie. Bien évidemment, puisque sont hétérozygotes, possèdent à la fois l'allèle dominant et l'allèle récessif. Et vu que l'allèle dominant responsable de la maladie, évidemment, cette personne va être malade, atteinte de la maladie. Et donc, la proposition, elle est vraie, c'est B. On va confirmer pour les deux parents, pour les C et D, 2 parents sains donnent naissance à des enfants malades. À votre avis, est-ce qu'ils vont donner à des enfants, des parents qui sont sains? Normalement, pour que les parents soient sains, il faut qu'il y ait homozygote récessif.
Donc, il n'y a pas d'allèle responsable de la maladie. Tous les allèles qui existent chez ces ces parents sont des allèles sains et donc sont normaux. Donc, sont normaux et donc les enfants, tous les enfants, normalement, doivent être sains. Et donc, c'est faux pour une femme malade homozygote donne naissance. Donc, qu'est-ce qu'il va donner naissance normalement? Donc, il est ici, donc la proposition, il est incomplète. Une femme malade homozygote, normalement, est-ce qu'elle va donner naissance des enfants qui sont sains? Donc, malade qui est homozygote, normalement, c'est l'allèle qui est grand M, et donc tous les enfants vont être malades, alors que ce D sera aussi, c'est faux. Et donc, la bonne proposition, on note que c'est B. Passons maintenant à la troisième. Dans le cas d'une maladie héréditaire récessive portée par le chromosome X, une femme atteinte de la maladie est toujours homozygote. Cas d'une maladie héréditaire récessive, mais portée par le chromosome X. Une femme atteinte de la maladie est toujours homozygote. À votre avis, lorsqu'on a parlé qu'un allèle qui est récessif, normalement, ne s'exprime en phénotype que dans le cas où il est homozygote. Et donc, la proposition A, elle est juste. On va continuer, normalement, pour confirmer bien que c'est la seule proposition qui est juste, et A. Je passe à B. Le père atteint de la maladie porte obligatoirement l'allèle normal. À votre avis, puisqu'il est atteint, normalement, doit posséder l'allèle responsable de la maladie. Et vu qu'il y a un seul chromosome X, et donc va être normalement, c'est l'allèle qui est responsable de la maladie, et donc B, c'est pas vrai. Une femme, C, donc c'est pas vrai. Donc pour C, une femme malade donne naissance à un garçon sain. Une femme malade, normalement, porte les deux allèles récessifs pour qu'elle soit malade. Et donc, tous les garçons, on a déjà vu ça dans le cours, qui sont issus d'une femme malade, doivent être malades. Donc, il est faux. Un père sain, une non malade, donne naissance à une fille malade. Un père qui est sain va transmettre l'allèle qui est sain à ses filles. Donc, est-ce qu'elle va donner une fille malade? Bien évidemment, non. Et donc, c'est seule proposition qui est A. Maintenant, chers élèves, on passe à la quatrième question. Dans le cas d'une maladie héréditaire dominante portée par le chromosome X, un père atteint de la maladie donne naissance à une fille malade. Un père atteint de la maladie donne naissance à une fille malade. Normalement, il va porter l'allèle grand M parce qu'il est dominant. Et donc, normalement, une règle qu'on a vue dans le cours, tous les filles d'un père malade sont malades normalement. Et donc, c'est vrai. On va essayer de continuer pour confirmer cette proposition pour qu'elle soit la seule proposition juste. Passons à B. Une femme saine donne naissance à un garçon malade. Une femme qui est saine, est-ce qu'elle va donner normalement un garçon? Non. Sain, c'est-à-dire les allèles récessifs, deux allèles récessifs sains, et donc tous les garçons doivent être sains. Donc c'est faux. Pour C, un père atteint de la maladie donne naissance à une fille saine, non, bien évidemment, parce qu'il porte l'allèle grand M, responsable de la maladie, et obligatoirement, toutes les filles d'un père atteint doivent être atteintes. Passons à D, le père atteint de la maladie, il est hétérozygote. Père atteint de la maladie, il est hétérozygote. Normalement, non, parce qu'il possède seulement une seule version, un seul allèle, parce qu'il y a X, Y, et donc la seule proposition en note, c'est A. Chers élèves, on arrive à terminer la première partie portant sur la restitution des connaissances. Voyez-vous, c'est juste, il faut bien s'informer, il faut bien utiliser vos acquis concernant le cours. Maintenant, on passe à la deuxième partie concernant le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique, noté sur 15 points. Donc, il y a 3 exercices dans cette partie. Donc, il concerne la session normale de 2016. Le premier exercice, voyez-vous, c'est exercice portant sur la transmission de l'information génétique à travers la reproduction sexuelle, les lois de transmission des caractères héréditaires. C'est ce qu'on va essayer de corriger dans cette séance. Le deuxième exercice portant sur la génétique humaine. La génétique humaine,
Cet exercice, on va essayer de le corriger la séance prochaine, Inch'Allah. Et troisième exercice portant sur l'étude quantitative de la variation. Il y a un exercice aussi va être traité la séance prochaine. On va commencer par, chers élèves, on va commencer par le premier exercice de la deuxième partie portant sur le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique, noté sur 15 points. Je vous rappelle, chers élèves, concernant cette deuxième partie, ce qui est demandé, c'est d'évaluer les capacités. Nos capacités de quoi? De la description, de la comparaison, de l'interprétation, de la déduction. Et je pense que vous avez le temps, essayez maintenant de s'entraîner à ce genre de questions. Comment se comporter? Parce que le plus souvent, on trouve qu'il y a des difficultés. Pas mal des élèves souffrent de problèmes de notes. Alors, ils ont bien répondu et ils attendent une note quelconque, une bonne note. Alors, à la fin, ils vont être surpris, choqués par des notes qui sont très, très basses. Des notes qui sont très basses, donc, d'où le fait qu'il faut chercher le problème, c'est la manière, c'est la stratégie adoptée dans la correction, dans la résolution des questions de l'examen national. Donc, notez bien qu'on commence toujours par la lecture. Il faut lire le problème cité, donc le début, il y a un énoncé, cet énoncé, il nous aide à se positionner dans le problème. Il faut vivre, donc il faut vivre le problème cité dans l'exercice si important, si vous voulez répondre correctement aux questions de l'exercice. Donc on va commencer afin de mettre en évidence le rôle de la méiose et de la fécondation dans le maintien de la stabilité du karyotype, formule chromosomique, et dans la diversité des phénotypes au cours des générations. On propose les données suivantes. Il nous a prouvé les sélaginelles. Donc, regardons les sélaginelles, c'est un groupe. On ne va s'inquiéter pas. Peut-être, c'est la première fois que j'entends parler de ce terme. Ça ne me concerne pas, c'est un groupe de végétaux. Mais ce qui est demandé, moi, c'est concernant, ici, on parle de la transmission de l'information génétique, le cycle de développement, les phénomènes biologiques, la fécondation, la méiose, etc. Donc, on lit attentivement les sélaginelles, sont des petites plantes des pays chauds ayant l'aspect de petites fougères. Les sommets fertiles sont des épis dont les feuilles supérieures portent deux sortes de sporanges. Notez bien ça dans le schéma. Microsporange A1 et macrosporange A2. Ici A1 et macrosporange A2. Au sein de chacune des sporanges A1 et A2, des cellules mères diploïdes donnent naissance respectivement à des spores haploïdes A1 et A2. Ces sporanges, c'est un tissu, un ensemble de cellules, donnent naissance respectivement à des spores haploïdes A1 et A2. Ces spores, protégés par une membrane épaisse, germent sur le sol humide et donnent respectivement des protales B1 et B2. Protales B1 et B2, d'où s'échappent des cellules flagellées B1 et des protales B2 renferment chacune des volumineuses cellules B2. Une des cellules B1 nage dans les gouttelettes d'eau sur la surface du sol, pénètre dans le sol du protale B2 et s'unit à la cellule B2. La cellule C résultante de cette union se multiplie sur place et donne une jeune sélaginelle. Le document séquent représente le cycle de développement de cette plante. En continu, il nous demande, premièrement, déterminer en justifiant votre réponse le phénomène biologique qui s'effectue au niveau des sporanges A1 et A2, d'une part, et au niveau du protale B2, d'autre part. Puis la deuxième question, c'est représenter schématiquement le cycle chromosomique de cette plante à déterminer le type de ce cycle. Pour répondre, chers élèves, à cette question, nous devons revenir sur le schéma et aussi sur les informations. Donc, on va commencer par la première question, déterminer en justifiant votre réponse le phénomène biologique qui s'effectue au niveau des sporanges A1 et A2 d'une part et du protale B2 d'autre part. Voyez-vous le schéma, chers élèves? Et revenons sur le texte. Que se passe-t-il au niveau des sporanges A1 et A2? Normalement, j'attire votre attention sur, ici, des cellules mères diploïdes donnent naissance quoi? Respectivement à des spores haploïdes A1 et A2. Passage de la diploïdée à la ploïdie, ça signifie quoi? C'est-à-dire, c'est le phénomène de la
c'est le phénomène de la méiose. Et voilà, on note que sporange A1, la méiose, sporange A2, C, la méiose, parce qu'à ce niveau, les cellules mères diploïdes donnent naissance à des cellules haploïdes, tout simplement. Le passage de la diploïdée à la ploïdée, c'est le phénomène de la méiose. On continue aussi, il nous demande que se passe-t-il au niveau du protal B2 d'autre part. Que se passe-t-il au niveau du protal B2? Voyez-vous, donc on revient sur le même texte. Au niveau du protal B2, c'est le protal B2. On va essayer de révéler à ce niveau-là. On a dit que le protal B2 renferme chacune volumineuse de cellules B2. Et notez bien, une des cellules B1 nage dans des gouttelettes d'eau sur la surface du sol, pénètre dans le sol du protal B2 et s'unit à la cellule B2. Bien évidemment, c'est quoi ce B1? On le signale ici qu'ils sont flagellés. Ça veut dire qu'il s'agit des gamètes mâles. Ce sont les spermatozoïdes, ces entérozoïdes pourtant, ici chez les végétaux, donc avec des flagelles. Et aussi B2, il s'agit de grosses cellules, donc c'est le gamète femelle. Et quand on parle de l'union, évidemment, l'union c'est quoi? C'est la fécondation, bien évidemment. Et je vais noter, au niveau du protal B2, c'est la fécondation, la justification, parce qu'il y a l'union des deux gamètes mâles et femelles, B1 et B2. Maintenant, chers élèves, on passe concernant le cycle de développement. Il nous demande quel est le cycle de schématisé. Donc, pour schématiser, je dois respecter la règle. Donc, je dois représenter ici combien de phases. Voyez-vous qu'on a la phase qui produit les spores, il s'agit de sporophytes, le lieu où se déroule la réduction chromatique, c'est-à-dire la méiose, et donc les cellules sont à quelle est la formule chromosomique? Sont à 2N. Donc la phase sporophytique, et qui produit des spores qui vont germer pour donner les gamètes, gamétophytes. Donc la structure qui produit les gamètes, c'est le gamétophyte. Et voyez-vous dans le schéma, chers élèves, comment on va répondre. Donc ici, on a le sporophyte. Donc, il y a 2N chromosomes qui se transforment, qui donnent des spores. Ces spores, lorsqu'ils germent, donnent une structure qui produit les gamètes. Et voyez-vous dans le schéma, les gamètes, ici qu'on a dit, le B1 et B2, qui vont donner après la plante, c'est la sélaginelle, qui est lorsqu'il est mature. Donc, on va commencer par le cycle de développement. Donc, voyez-vous dans le schéma ici, donc pour schématiser le cycle de développement, on va commencer par ici, on a une cellule, un œuf à 2N chromosomes. Cet œuf va donner le sporophyte, on va le signaler par un trait ici, c'est le sporophyte à 2N chromosomes. Puis, il y aura la réduction chromatique, la méiose. Cette méiose, c'est le passage d'une cellule diploïde par deux divisions. La première division, elle est réductionnelle, puis la deuxième division, qui est réductionnelle, aboutissant à 4 spores. C'est la méiose. L'un de ces spores va se germer pour donner le gamétophyte. C'est le gamétophyte. Voyez-vous, chers élèves, ici, c'est le gamétophyte. Gamétophyte mâle qui donne les gamètes, le gamétophyte femelle qui donne ce gamète femelle. Sporophyte, c'est la plante. C'est ce qu'on appelle sporophyte. Donc, gamétophyte, il produit quoi? Il produit des gamètes. Voilà, signalé ici par ces deux cercles, ces deux points. Et après, que se passe-t-il? Il y aura la fécondation. Voyez-vous bien? Donc, ces gamètes vont s'y unir ensemble pour donner l'œuf à 2N, c'est la fécondation. Et on note ici phase haploïde, phase diploïde, et n'oublions pas, chers élèves, le titre, c'est important, de ce schéma, schéma du cycle de développement de la plante de sélaginelle. Et on entoure, on encadre ce qu'on a schématisé. Maintenant, on passe à déterminer le type de ce cycle. À votre avis, donc il y a ici 2 phases. Donc on note ici qu'on a 2 phases et on dit que le cycle de développement se caractérise par l'alternance de 2 phases. Une phase haploïde, c'est le gamétophyte. Ce sont les 2
protale B1, B2 et une phase diploïde, c'est la plante de Sylaginelle. Et donc, il s'agit de quoi? C'est un cycle haplo-diplophasique. C'est important. Et voilà, on arrive à répondre à toutes les questions, chers élèves. Notez bien que c'est important, qu'il faut bien lire, qu'il faut bien se comporter avec le document. Il faut bien exploiter les informations des documents et aussi l'énoncé. Il faut bien lire l'énoncé et souligner ce qui est important, qui va nous servir pour répondre à la consigne. Chers élèves, notre séance arrive à sa fin. Je vous souhaite bonne chance et merci pour votre attention.